Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le Maroc, une semaine après le séisme qui a fait près de 3000 morts et plus de 5000 blessés. Nous irons dans les villages reculés du Haut-Atlas, parmi les zones les plus durement touchées par le tremblement de terre. Reportage à suivre. À quelques jours de l'Assemblée générale des Nations unies, la RDC a présenté un nouveau livre blanc qui recense la tragédie humanitaire dans l'est du pays, causée par le Rwanda et que les Congolais accusent de soutenir la rébellion qui sévit dans cette partie de son territoire. La France continuera d'accueillir des artistes africains du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'est la mise au point du président Emmanuel Macron au lendemain de la polémique déclenchée par un message adressé par le Quai d'Orsay aux structures d'aide aux artistes. Pour en parler, nous recevons un artiste concerné par ces directives, le chorégraphe, danseur Salia Sanou est l'invité de notre journal. Les villages reculés du Haut-Atlas ont été parmi les zones les plus durement touchées par le tremblement de terre de la semaine dernière au Maroc. Les maisons traditionnelles en terre cuite avaient peu de chances de pouvoir résister aux fortes secousses des maisons qui se sont fissurées ou effondrées, causant la mort de beaucoup parmi leurs habitants et faisant des survivants des sans-abri. Reportage de nos envoyés spéciaux Tarek Kay, Abdallah Malkaoui et Luc Schrago à quelques 80 km de Marrakech. Une rare scène de joie dans le village de Tolkien avec l'arrivée d'un nouveau véhicule chargé de vivres pour cette population sinistrée. Nous avons apporté de l'aide, notamment des couvertures pour que les gens n'aient pas froid. Nous avons également apporté des vêtements pour les enfants. Cette veuve nous interpelle et nous invite à la suivre chez elle pour observer les dégâts causés par le tremblement de terre. Vivant seule, Yamna a eu la vie sauve grâce à l'intervention de ses voisins. J'étais ici en train de regarder la télévision et quand le tremblement de terre a eu lieu, j'ai essayé de sortir mais je n'ai pas pu ouvrir la porte. Si les voisins n'étaient pas venus l'ouvrir de l'extérieur, je serais restée coincée et je serais probablement morte. Comme vous le voyez, toute la maison est fissurée. Il ne reste plus rien et il n'y a personne pour m'aider. Les aides de l'État arrivent au compte-gouttes dans ce village reculé. Et c'est grâce à des initiatives personnelles que certains habitants dorment désormais sous un toit. Nous distribuons des tentes aux gens pour qu'ils aient un endroit où vivre. Ils n'ont plus rien. 3 personnes sont décédées à Tolkien et beaucoup d'autres miraculés sont sortis indemnes de ces maisons en terre cuite. Autre pays, autre catastrophe en Libye, 40 000 personnes déplacées selon l'Organisation internationale pour les migrations dans les régions balayées par la tempête Daniel dans le nord-est du pays. Les secouristes et volontaires s'activent à la recherche des milliers de personnes portées disparues à Derna, ville côtière meurtrie par la tempête et les inondations. On passe à la RDC où il est aussi question de catastrophe humanitaire. Le gouvernement a présenté un nouveau livre blanc recensant, je cite, l'ampleur de la catastrophe humanitaire dans l'est du pays, une zone en proie aux violences des groupes armés depuis 20 ans. Avec ce document présenté à la veille de l'Assemblée générale des Nations unies, les autorités congolaises entendent une nouvelle fois dénoncer le Rwanda accusé de soutenir les rebelles du M23. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara Kibangula. C'est un plaidoyer pour une tragédie oubliée. C'est en ces termes que le gouvernement a présenté son livre blanc qui documente, selon eux, la crise humanitaire dans l'est du pays. Alors, selon les autorités, plus de 2 millions de personnes ont fui les violences des groupes armés. 357 écoles n'ont pas pu ouvrir leurs portes cette année. Mais surtout, les ministres ont insisté. Le Rwanda, disent-ils, doit arrêter son soutien au M23, un groupe rebelle qui occupe de larges parties de territoire dans le nord Kivu depuis plus d'1 an. Nous avons apprécié récemment les prises des positions de l'Union européenne et du gouvernement américain qui ont sanctionné 2 officiers rwandais. C'est un bon début. Et cet effort doit se poursuivre à la lumière du rapport de groupe d'experts des Nations Unies pour sanctionner tous les officiers qui agissent
pour continuer à s'aimer l'insécurité et la terreur dans l'Est de la RDC. Ce plaidoyer est stratégique. Il est lancé à quelques jours de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors le président Tshisekedi devrait y participer et selon son entourage, il compte bien interpeller les Nations Unies sur la question du Rwanda, accusé de soutenir le M23. Un soutien confirmé par les experts de l'ONU, mais que Kigali continue de démentir. Alors l'année dernière, à la tribune onusienne, le président Tshisekedi avait déjà dénoncé, je cite, l'agression rwandaise, appelant à des actions collectives vigoureuses. Un appel resté, selon les autorités congolaises, sans réelle réponse. On reste en RDC, il faut vous parler de notre confrère Stanis Boujakera, correspondant de Jeune Afrique, qui reste en prison à la prison de Makala. Le tribunal a rejeté la demande de liberté provisoire du journaliste. Stanis Boujakera a été arrêté le 8 septembre. Il lui est reproché d'avoir relayé une information de Jeune Afrique concernant l'assassinat du député Okende Cherubin. Des funérailles nationales ce samedi en Afrique du Sud en l'honneur de Mangosuthu Buthelezi, décédé le 9 septembre dernier à l'âge de 95 ans. Il a eu l'une des carrières les plus longues de tous les hommes politiques sud-africains, mais aussi sans doute l'une des plus controversées. Portrait Caroline Dumais et Stéphane Karsten. Il était de sang royal, premier ministre du roi Zwelithini, mais c'est en fondant le parti Inkatha en 1975 que Mangosuthu Buthelezi a acquis sa notoriété. Un parti nationaliste qui n'a pas collaboré longtemps avec l'ANC. Nelson Mandela voulait un État unitaire et inclusif. Buthelezi était séparatiste et fédéraliste, deux visions inconciliables. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que nous rejetons la route que l'ANC et le gouvernement veulent nous faire prendre. La rivalité entre les deux partis a été sanglante dans les années 90. Des milliers de militants sont morts et il aura fallu de longues négociations pour rétablir le calme dans la province Zoulou. Appelons notre peuple à cesser toute attaque les uns contre les autres. C'est une semaine seulement avant le scrutin que Buthelezi décide de participer en 1994 aux premières élections multiraciales. Pour cet ancien membre de la commission Vérité-Réconciliation, c'était aussi pour s'assurer de l'amnistie de ses troupes accusées de violence. Selon le rapport, certains bataillons de l'Inkatha étaient même financés et entraînés par les forces de l'apartheid. Buthelezi a toujours eu un double jeu. Et il faut dire qu'il était un prétexte parfait pour le régime de l'apartheid. Cela permettait de dire que tout le monde ne soutenait pas l'ANC en Afrique du Sud. Fin diplomate, Buthelezi a été plusieurs fois ministre de l'Afrique du Sud post-apartheid. Aujourd'hui, l'Inkatha ne représente pas plus de 5% des votes, mais pour cet analyste, l'ANC a tout intérêt à rendre hommage aux dignitaires zoulous pour ne pas se mettre à dos son électorat. Peut-être que l'Inkatha n'apparaît pas comme un acteur significatif, mais le parti est important au niveau des gouvernements locaux et il peut être un partenaire de coalition. Mangosuthu Buthelezi est mort frustré selon ses proches. Il rêvait sans doute d'un destin différent. Son peuple, en tout cas, lui rendra un hommage national. Allez, venons-en à présent à cette directive qui agite fortement le milieu culturel africain et français depuis hier. Tout est parti d'un courrier envoyé par le ministère français des Affaires étrangères aux directions régionales des affaires culturelles pour leur dire de stopper toute coopération avec les artistes venant du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Depuis, et face au tollé, le président Macron s'est exprimé et a fait une mise au point en affirmant que la France continuerait évidemment d'accueillir les artistes de ces trois pays. Pour en parler, nous retrouvons un artiste burkinabé parmi les plus brillants de sa génération. Salia Sanou est danseur et chorégraphe. Et il est justement en répétition au spectacle à Montpellier avec sa troupe, la Compagnie des Mouvements Perpétuels. Salia, merci de nous rejoindre. Vous êtes un artiste burkinabé, chorégraphe africain vivant et travaillant entre Ouagadougou et la France. Et le monde entier d'ailleurs, votre compagnie produit des spectacles qui se jouent un peu partout. Quelle a été votre réaction à l'annonce de cette information ? Oui, ma réaction a été l'incompréhension, bien sûr. Je n'ai pas du tout compris pourquoi cette décision qui met en mal des décennies de relations, des décennies de partenariats et de projets
portée à la fois par des structures françaises, africaines, burkinabées, maliennes, nigériennes. Et défaire tout ça en 1 minute, j'ai trouvé ça inquiétant. Et voilà, je ne comprends pas pourquoi cette décision. Et alors, quel impact, soyons concrets, quel impact une telle décision peut-elle avoir sur votre travail? Oui, il y a un fort impact sur mon travail, aussi bien sur le travail de tous les artistes qui vivent sur ces territoires-là. L'impact pour moi, c'est d'abord des tournées qui engagent des artistes interprètes venant de ces pays et qui ne pourront pas tout simplement bénéficier d'un visa pour pouvoir venir tourner, s'exprimer librement et avoir un dialogue avec des populations d'ailleurs. Et c'est aussi l'impact, bien sûr, aussi pour les structures françaises qui accueillent ces propositions artistiques venant d'Afrique. Et l'impact est doublement ressenti aussi pour moi au Burkina Faso, le centre chorégraphique que j'ai créé avec Seydou Boro, que nous dirigeons depuis un moment. Et ce lieu aussi va être impacté. C'est un lieu de rencontre et d'échange. Des artistes burkinabés, africains, et européens, français viennent là aussi pour échanger, rencontrer, s'ouvrir sur le monde. Et cet endroit va être aussi impacté par cette mesure. Et ce lieu, c'est vrai, il est soutenu par l'État burkinabé, par la municipalité de Ouagadougou et par des partenaires dont la France. Et suspendre ces financements pluriels. Et moi, je tiens à cette pluralité des subventions et ça met en mal tout ce travail aussi abattu depuis des années et des années. Et alors, dites-nous, vous avez entendu quand même, le président Macron a fait une précision. Il dit qu'il ne faudrait pas non plus retourner la charge de la faute qui serait du côté des putschistes, selon lui, dont le Burkina Faso, qui attaque la culture chez eux et la culture française. Qu'en dites-vous? Oui, je pense que ce dont on ne parle pas assez, c'est ce qui se passe sur ces territoires-là. Il faut dire que les populations sont massacrées, les populations sont violées et les populations sont déplacées par ces attaques, par cette guerre injuste qui est menée par ces populations. Et les artistes sont résilients auprès de ces populations. Les artistes restent debout. Ils vont porter la parole, ils vont porter la solidarité. Ils vont dans des camps de réfugiés, dans des camps de déplacés pour travailler, pour permettre à ces populations-là de rester debout et de regarder vers l'horizon. Après, pour moi, les discussions, les débats politico-militaro-diplomatiques que je vois qui portent des limites et l'art et la culture restent encore un vivier pour créer ces passerelles, créer ce pont. Et on ne doit pas toucher à cela, je pense. Bien sûr, on vous entend. Pour un mot de votre spectacle, justement, vous préparez à aller en tournée avec, c'est le spectacle d'un rêve, une pièce qui porte bien son nom car elle nous transporte à travers l'histoire du monde noir et à travers la musique surtout. Oui, le spectacle d'un rêve va repartir en tournée. C'est un spectacle qui donne l'espoir, qui porte l'espoir et encore qui convoque justement cette question de l'autre qui est en nous. Et moi, je pense que ce monde, où qu'on soit, on ne peut pas vivre à vase clos, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. On a besoin des uns et des autres pour être là, pour être présent et pour porter des messages. Et moi, je suis d'habitude optimiste. Je porte cette voix-là, que les choses s'apaisent, que les dialogues se créent et que pour permettre à la circulation des idées et des savoirs et des œuvres. Bien sûr. Merci beaucoup, Salih Hassanou, pour votre intervention. On vous laisse évidemment à vos répétitions et on vous souhaite malgré tout une très belle tournée. Merci beaucoup, Salih Hassanou.
Et toujours sur le sujet, on nous a fait savoir que le Burkina Faso a décidé d'expulser l'attaché militaire de l'ambassade de France à Ouagadougou, accusé d'activités subversives, lui donnant 2 semaines pour quitter le pays. L'accusation d'activité subversive est évidemment fantaisiste, a déclaré à l'AFP une porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. C'est la fin de cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, de Ouagadougou à Niamey en passant par Bamako. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.